Le dessin montrait une femme flottant dans l'eau. Elle ne se noyait pas, elle nageait. Ses bras étaient ouverts comme des ailes, et autour d'elle, des dizaines de papillons de nuit dessinés au crayon gris. Certains touchaient sa peau, d'autres volaient vers une lumière que l'enfant avait dessinée en appuyant si fort que le papier s'était déchiré, un trou blanc parfait où la source de lumière aurait dû être. Sous le dessin, dans l'écriture maladroite d'un enfant de 9 ans. Lavage terminé, était écrit. Mario ne parlait pas. Il n'avait pas parlé depuis son arrivée au foyer d'accueil Saint-Michel il y a 3 mois. Mais il dessinait encore et encore. Toujours les mêmes thèmes, lumière, aile, purification. Et ce soir-là, quand j'ai trouvé le corps de Kayla Fontaine dans le sous-sol, exactement comme le dessin, flottant dans l'ancien lavoir, couverte d'une étrange poussière grise, entourée de papillons de nuit morts, j'ai compris 2 choses. Premièrement, Mario savait. Deuxièmement, personne ne croirait jamais ce que cet enfant de 9 ans faisait réellement. Je m'appelle Marc Blanchard et j'ai 41 ans. Je suis inspecteur des services sociaux de la région de Normandie depuis 18 ans. Mon travail consiste à visiter des institutions, orphelinats, foyers d'accueil, centres de réhabilitation et à m'assurer qu'ils respectent les normes. Je contrôlais essentiellement la sécurité, l'hygiène, le traitement approprié des résidents. C'était routinier, bureaucratique et ennuyeux. Jusqu'au 5 novembre 2026, quand ma directrice m'a appelé au sujet du foyer d'accueil Saint-Michel. Une employée a disparu, dit le ministre Duval au téléphone. Kayla Fontaine, 28 ans, travaille comme éducatrice spécialisée. Dernière fois vue il y a 3 jours. La directrice dit qu'elle est probablement partie sans prévenir, violation de contrat. Mais la famille insiste pour une enquête, expliqua-t-elle. Pourquoi m'envoyez-vous? C'est un travail de police, dis-je. La police locale a déjà vérifié. Aucun signe de lutte ni trace de sang. Juste parti. Mais comme c'est une institution hébergeant des mineurs vulnérables, nous voulons une inspection complète. Protocole standard, précisa-t-elle. D'accord, j'irai demain, répondis-je. Marc? Duval a hésité. Ce foyer a un passé compliqué. Des enfants gravement perturbés, troubles du comportement, traumatisme. Sois prudent, dit-elle. J'aurais dû demander ce qu'elle entendait par être prudent, mais j'ai fait le malin et j'ai raccroché. Le foyer d'accueil Saint-Michel était un bâtiment en pierre du 18e siècle situé à environ 40 km de Rouen, isolé, entouré de champs et de forêts. Le genre d'endroit où on envoie les enfants que personne ne veut gérer. Il héberge actuellement 13 résidents, tous entre 7 et 15 ans. Tous vivant avec des histoires que je préférerais ne pas connaître. Abus, négligence, violence domestique. La directrice Anne-Marie Rousseau m'a accueilli dans son bureau le 6 novembre à 9 h. Inspecteur Blanchard, merci d'être venu. Je vous assure que c'est une perte de temps totale. Kayla était émotionnellement instable. Elle a probablement juste décidé de partir et est partie, dit-elle. Sans prendre ses effets personnels, sa voiture est toujours au parking, objectai-je. Anne-Marie a détourné le regard. Peut-être qu'un ami l'a récupérée ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Les jeunes font des choses impulsives, suggéra-t-elle. Montrez-moi sa chambre et je veux voir les dossiers du personnel et des résidents, demandai-je. Bien sûr, mais je dois mentionner, nous avons eu quelques incidents récemment. Rien de sérieux. Juste inhabituel, dit-elle. Quel genre d'incident? Demandai-je. L'alarme incendie se déclenche la nuit, toujours exactement à 3h17. Les techniciens disent qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Et nous trouvons des papillons de nuit morts partout, des dizaines chaque matin, expliqua-t-elle. Des papillons de nuit en novembre, m'étonnai-je. Je sais, c'est étrange et il y a de la poussière grise, sur les rebords de fenêtres et dans les couloirs.
Nous nettoyons, mais elle revient toujours, dit-elle. Elle m'a conduit à la petite chambre simple de Kayla avec le lit fait. Il y avait des vêtements dans l'armoire. Un téléphone portable sur la commode. Éteint, batterie morte. Elle a laissé son téléphone, m'étonnai-je. Apparemment, confirma-t-elle. Après l'avoir chargé, j'ai vérifié l'historique des appels. Dernier appel, 3 novembre, 22h47 à sa mère. Derniers messages, normaux et ordinaires. Puis j'ai trouvé son journal. Chaque éducateur devait tenir un journal des interactions quotidiennes avec les résidents. Les premières entrées étaient routinières, mais vers fin octobre, le ton de l'auteur changeait. 28 octobre, Mario a encore dessiné aujourd'hui. Toujours les mêmes images. Je lui ai demandé ce que signifiait la lumière. Il m'a regardé comme si je posais une question stupide. Était-il écrit? 31 octobre. J'ai trouvé Mario debout devant ma porte à 3 heures. Il ne dormait pas. Il se tenait juste là, tenant son livre avec les abeilles. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il a pointé la lumière du couloir. Puis, il est retourné au lit sans dire un mot, continuait le journal. 2 novembre. Les autres enfants évitent maintenant Mario. Ils disent qu'il sent bizarre, comme la poussière et le métal. Il sent normal pour moi. Est-ce que je deviens folle? Était noté. 3 novembre. Je dois parler à quelqu'un de ce que je vois. Mais qui croira? Mario ne fait rien de mal. Il dessine juste encore et encore la même lumière et les mêmes ailes. Comme s'il essayait de me montrer quelque chose. Quelque chose d'important, mais que je ne comprends pas encore, était la dernière entrée. C'était la dernière entrée, datée du jour de sa disparition. « Parlez-moi de Mario », demandai-je à Anne-Marie. Elle a soupiré. Mario Delacroix a 9 ans. En août, ses parents biologiques. Les détails sont confidentiels, mais disons que c'était une situation horrible. Il ne parle pas. Selon notre psychologue, c'est du mutisme sélectif et un traumatisme grave, expliqua-t-elle. Mais il dessine, dis-je. Constamment parce que c'est son seul mode de communication. Docteur, Sophie Laurent, notre psychologue, dit que c'est sain, confirma-t-elle. Je veux le rencontrer et voir ses dessins, demandai-je. La petite chambre propre de Mario était au 3e étage. Mais les murs, chaque centimètre carré de surface, étaient couverts de dessins, scotchés, épinglés, certains dessinés directement sur le plâtre. Et tous montraient les mêmes éléments, répétés obsessionnellement. 1. Une lumière, blanche, brillante, déchirant souvent le papier. 2. Des ailes, grandes, membraneuses, comme celles d'insectes. 3. De l'eau ou du liquide, avec des figures flottant dedans. 4. Des papillons de nuit, des dizaines toujours attirés par la lumière. 5. Un livre, ancien, avec des dessins d'abeilles et d'ailes. Mario lui-même était assis sur son lit quand je suis entré. Il était petit pour ses 9 ans. Cheveux noirs, des yeux sombres trop vieux pour son visage. Il m'a regardé, pas avec peur ou curiosité, avec évaluation, comme s'il décidait si j'étais important ou non. « Bonjour Mario, je m'appelle Marc. Je suis ici pour comprendre ce qui est arrivé à Kayla, » dis-je. Pas de réponse. Il a juste pris un crayon et a commencé à dessiner quelque chose sur un nouveau papier. J'ai attendu et regardé. Il dessinait une figure de femme aux cheveux longs. Une blouse, comme celle portée par le personnel sur les photos. Puis, il a dessiné de l'eau autour d'elle, montant et recouvrant. Puis de grandes ailes sortant de son dos. Puis la lumière, si intense qu'il appuyait si fort que le crayon s'est cassé. Il a terminé. Il m'a tendu le dessin. En bas, il avait écrit « Elle a vu ». « Qu'a-t-elle vu, Mario » demandai-je. Il a pointé le plafond, puis ses yeux, puis le dessin du livre sur le mur. Docteur Laurent est entré. « Inspecteur, ne le forcez pas »,
commença-t-elle. Il communique, dis-je, à sa manière. Oui, mais ces dessins sont métaphoriques et symboliques, donc pas réels, objecta-t-elle. Et s'ils étaient assez réels, suggérai-je. Elle m'a regardé comme si je disais quelque chose de stupide. Alors il dessinerait des scènes impossibles, des femmes ailées et des lumières déchirant la réalité. Ce sont des manifestations de traumatisme, pas des événements réels, dit-elle. Mais Mario me regardait, et je voyais quelque chose dans ses yeux qui n'avait rien de métaphorique. Il savait exactement où était Kayla. Cette nuit-là, je suis resté au foyer d'accueil, protocole standard pour les enquêtes de longue durée. Dormir sur place pour observer la routine quotidienne. Anne-Marie m'a donné une chambre d'hôte au 2e étage. À exactement 3h17, l'alarme incendie s'est déclenchée. Pas forte ou aiguë. Juste un bip régulier remplissant tout le bâtiment. J'ai couru dans le couloir. Les éducateurs de nuit vérifiaient les chambres des enfants. Pas de feu ni de fumée. Ça arrive chaque nuit, dit l'un d'eux, d'une voix fatiguée. Depuis début octobre, toujours exactement à 3h17, expliqua-t-il. J'ai vérifié le panneau d'alarme. Aucun déclencheur identifié, comme si le système s'activait tout seul. Puis j'ai remarqué, sous le panneau d'alarme, par terre, des dizaines de papillons de nuit morts et de la poussière grise partout, répandue comme de la fine cendre. En retournant à ma chambre, j'ai vu Mario, debout dans l'embrasure de sa porte, me regardant. Il tenait son livre, ce vieux livre qu'il portait toujours avec lui. Je me suis approché. « Tu ne peux pas dormir ?» demandai-je. Il a ouvert le livre. Les pages étaient anciennes et jaunies. Elles contenaient des textes en français archaïque, des dessins d'abeilles, de ruches, de métamorphoses. Il a pointé une image particulière, une chrysalide s'ouvrant. Quelque chose d'ailé en sortait. Ce n'était pas un papillon, autre chose. Avec trop d'ailes et de lumière. Sous l'image, un texte. Le lavage de lumière purifie ce qui est souillé. C'est ce qui est arrivé à Kayla? Demandai-je doucement. Un lavage? Mario a hoché la tête pour confirmer. Où est-elle, Mario? Demandai-je. Il a pointé vers le bas, le sous-sol du bâtiment. Le lendemain matin, j'ai demandé à voir le sous-sol. Anne-Marie a hésité. Il n'y a rien là-bas, juste du vieux matériel. Nous ne l'utilisons pas depuis des années, dit-elle. Je dois inspecter toutes les zones du bâtiment. C'est le protocole, insistai-je. À contre-cœur, elle m'a donné les clés. L'escalier descendant au sous-sol était étroit et sombre. L'air sentait le moisi et le métallique. J'ai allumé ma lampe torche. Le sous-sol était un labyrinthe de vieilles pièces. L'ancienne chaufferie et un dépôt. Et au fond, une buanderie abandonnée avec de grandes cuves métalliques. Une buanderie de l'époque où tout se lavait à la main. La poussière grise était partout ici aussi. Sur certaines surfaces, elle faisait des centimètres d'épaisseur. Et des papillons de nuit, des centaines morts recouvrant le sol comme un tapis horrible. Je me suis avancé vers la plus grande cuve, pleine d'eau, stagnante et sombre, et quelque chose flottait dedans. Mon cœur s'est arrêté. Kayla, flottant exactement comme dans le dessin de Mario, bras ouverts, couverte de poussière grise, entourée de papillons de nuit morts flottant à la surface. J'ai immédiatement appelé la police. Les 3 jours suivants se sont passés en enquête officielle. Police scientifique, autopsie et interrogatoire. Cause du décès. Noyade. Mais c'était une noyade étrange. Pas d'eau dans les poumons, dit le médecin légiste avec étonnement. Techniquement, elle n'est pas morte noyée. Mais elle était dans l'eau et son cœur s'est arrêté. C'est inhabituel, dit-il. Et la poussière, demandai-je. Analysée. Des millions d'écailles provenant d'ailes de papillons de nuit.
Je n'ai aucune idée de comment une telle quantité a pu s'accumuler, répondit-il. Des signes de lutte? Demandai-je. Aucun. Comme si elle s'était juste volontairement allongée dans l'eau et y était restée jusqu'à ce que son corps se rende, dit-il. Les enfants ont été interrogés. Personne n'avait rien vu, personne n'avait rien entendu. Mais ils évitaient tous Mario, refusaient de parler de lui. Finalement, une fille de 12 ans, nommée Claire, a chuchoté. Mario lui a montré la lumière. Et puis Madame Kayla a changé. Elle voyait certaines choses. Elle parlait de se laver, de se purifier, comme si quelque chose l'appelait, dit-elle. L'appelait où? Demandai-je. En bas, toujours en bas, répondit-elle. Je suis allé parler directement avec Mario. Docteur Laurent attendait en stand-by. Mario, as-tu vu Kayla aller au sous-sol? Demandai-je. Il a hoché la tête pour confirmer. L'as-tu aidé? Demandai-je. Il a hoché la tête pour confirmer. Pourquoi? Demandai-je. Il a pris un crayon et a dessiné. À nouveau la lumière et les ailes. Et nouvelle image. Une figure, peut-être Kayla, se dissolvant. Je ne sais pas comment le dire, mais devenant elle-même lumière. En bas, il a écrit « Elle voulait voler ». Docteur Laurent a pâli. C'est une métaphore. Il exprime quelque chose de psychologique. Ce n'est pas réel, dit-elle. Mais je voyais dans les yeux de Mario. Il croyait en chaque ligne qu'il dessinait. Pour lui, ce n'était pas symbolique. C'était réel. La police a classé l'affaire comme décès accidentel dans des circonstances suspectes nécessitant une enquête psychiatrique. En clair, il pensait que Mario avait quelque chose à voir avec ça, mais comme c'était un enfant de 9 ans, rien n'a été fait. Et sans preuve de violence directe, sans témoin, sans aveu verbal, il ne pouvait rien faire. Il l'a probablement vue aller au sous-sol, dit le commissaire de police. Peut-être était-elle suicidaire, peut-être dépressive. Il a juste observé. Comme il ne parle pas, il n'a rien dit. Tragique, mais pas un crime, conclut-il. Et les dessins? Elle dessinait avant de mourir. Comme s'il savait, objectai-je. Les enfants traumatisés dessinent des choses sombres. Ça ne prouve rien, répondit-il. Mais ce n'était pas tout. 2 jours après la découverte du corps, Docteur Laurent m'a montré quelque chose qu'elle avait trouvé dans la chambre de Mario. C'était un autre dessin, caché sous son lit et différent des autres. Celui-ci montrait Kayla, reconnaissable avec ses longs cheveux et sa blouse, mais pas morte. Vivante et debout dans le sous-sol, face à quelque chose. C'était une forme grande et brillante, décrite avec des ailes remplissant toute la page. Et la Kayla du dessin tendait volontairement ses mains vers cette chose, comme une supplication et une prière. Qu'est-ce que cela est censé représenter? Demandai-je. Docteur Laurent tremblait légèrement. Je ne sais pas, mais regardez la date, dit-elle. Sous le dessin, 2 novembre. C'était un jour avant la disparition de Kayla. Mario avait dessiné sa mort un jour avant qu'elle ne se produise. Je voulais parler seul avec Mario, sans psychologue ni directrice. Juste lui et moi. Anne-Marie a objecté. C'est inapproprié. Il est mineur et vulnérable, dit-elle. Je ne l'interroge pas. Je veux juste comprendre ses dessins. C'est tout, répondis-je. Finalement, elle a accepté, mais seulement 15 minutes. Cet entretien se ferait dans la salle commune et la porte resterait ouverte. Mario était assis à la table quand je suis entré, dessinant déjà, comme toujours. « Mario, je vais te poser des questions. Tu peux répondre en dessinant. D'accord ?» demandai-je. Sans lever la tête de son papier, il a hoché la tête pour confirmer, le dessin de Kayla tendant ses mains vers la lumière. « Était-ce réel? As-tu vu ça? » demandai-je. Il a hoché la tête pour confirmer. « Où? Dans le sous-sol? »
demandai-je. Il a hoché la tête pour confirmer. Quand? Demandai-je. Il a écrit nuit, après alarme. La nuit du 3 novembre, la nuit où elle a disparu? Demandai-je. Il a hoché la tête pour confirmer. Que faisait-elle là? Demandai-je. Il a rapidement dessiné Kayla tenant le livre avec les abeilles, lisant puis levant les yeux vers une lumière que Mario dessinait si intensément que le crayon s'est cassé. Lisait-elle ton livre? Demandai-je. Il a hoché la tête pour confirmer. Et elle a vu quelque chose? Demandai-je. Il a dessiné des yeux, les yeux de Kayla, grands ouverts, stupéfaits et émerveillés. Puis Kayla, descendant les escaliers seule et déterminée. Est-elle allée seule au sous-sol? Demandai-je. Il a hoché la tête pour confirmer. Et toi? L'as-tu suivi? Demandai-je. Il a d'abord hésité, puis a hoché la tête pour confirmer. Pourquoi? Demandai-je. Il a écrit lentement, comme si les mots étaient difficiles, pour regarder et apprendre. Apprendre quoi? Demandai-je. Il a dessiné la scène que je ne pouvais pas voir, mais qu'il décrivait avec une certitude terrible. Il avait dessiné Kayla dans la cuve. L'eau montait lentement, pas avec panique ou peur, calmement. Les yeux de Kayla fermés et les bras ouverts. Et au-dessus, dans le dessin, cette chose avec des ailes, impossible, massive, faite de lumière et d'ombre qui ne devrait pas exister, descendant, touchant l'eau et Kayla. Puis des centaines de papillons de nuit sortant de partout, volant vers la lumière, se désintégrant et formant la poussière grise. Qu'était-ce, Mario? Cette chose ailée? Demandai-je. Il a pointé son livre, puis a feuilleté jusqu'à une page particulière. Le dessin montrait une ancienne créature. Pas exactement un insecte ou un ange. Le texte en ancien français parlait du messager de la lumière, un être qui vient chercher ceux qui voient sur la vérité et les lave pour les transformer. « Crois-tu que c'est réel? » demandai-je. Mario m'a regardé avec des yeux pas d'enfant. « Toi, tu n'y crois pas? » demanda-t-il. C'était la première fois que je l'entendais parler. Mon sang s'est glacé un instant, puis il est retourné au silence et a commencé à dessiner. J'ai fait des recherches sur le livre et trouvé son origine. Il venait de la collection personnelle du père de Mario. Il était antiquaire spécialisé dans les textes ésotériques. Il était mort il y a 6 mois, officiellement suicide, mais les détails étaient troublants. Il avait été trouvé dans le grenier, entouré de centaines de papillons de nuit morts et couvert de cette même poussière grise. Sur son visage, une expression de paix absolue. Pas de note de suicide. Juste un seul livre ouvert à côté de lui. Le livre que Mario possédait maintenant. J'ai contacté un expert en textes anciens de l'Université de Rouen, professeur Michel Devreau, spécialiste de l'occultisme français du XVIIe siècle. Ce livre, dit-il en examinant les photos que je lui avais envoyées, fait partie d'un corpus très rare. Les Métamorphoses lumineuses, publié en 1643. Seulement 12 copies connues existent. Il décrit une secte qui croyait que certaines créatures, des messagers, venaient transformer les âmes pures en lumière pure. Expliqua-t-il. Comment? Demandai-je. Par immersion dans l'eau sacrée. Les croyants pensaient que celui qui voyait le messager, vraiment voir, pas métaphoriquement, était choisi et devait se soumettre au lavage de lumière. Sinon, vous deviendrez fou. Le messager ne partira pas tant que le rituel n'est pas accompli, dit-il. C'est absurde. Une superstition cliché du XVIIe siècle, dis-je, bien sûr. Mais le livre décrit certains symptômes chez ceux qui ont vu vision de lumière, attraction vers l'eau, apparition de papillons de nuit, les messagers du messager, et poussière grise qu'ils appelaient cendres de transformation, expliqua-t-il. Mon sang s'est glacé. Tous ces symptômes, commençai-je,
correspondent à ce que vous avez décrit, oui. Mais inspecteur, vous comprenez que ce ne sont que des coïncidences. De vieilles histoires qui semblent correspondre parce que les gens cherchent des schémas, dit-il. Et si ce ne sont pas des coïncidences, demandai-je. Long silence. Alors vous décrivez quelque chose qui ne devrait pas exister. Et je vous conseille vivement de fermer ce dossier et d'oublier ce que vous avez vu, dit-il. La nuit du 8 novembre, je ne pouvais pas dormir. Je suis descendu à la cuisine du foyer pour un café. À 3h17, l'alarme s'est à nouveau déclenchée. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il y avait une lueur bleu-vert pâle venant du sous-sol. Je me suis lentement dirigé vers là. Ma lampe torche tremblant dans ma main, la porte du sous-sol était ouverte. Et Mario était là, debout en haut des escaliers en pyjama, tenant son livre. « Mario, que fais-tu » demandai-je. Il a pointé vers le bas, vers la lumière. « Là. Il attend, » dit-il. « Quoi? Qu'est-ce qui attend » demandai-je. Le messager. « Il vient toujours quand quelqu'un voit. Papa a vu? Kayla a vu. Maintenant toi, » dit-il. « Je n'ai rien vu, » protestai-je. « Tu as vu les dessins. C'est suffisant. Maintenant tu sais. Et quand tu sais, il vient, » dit-il. Mon cœur battait si vite que je ne pouvais pas respirer. « Mario, il n'y a rien là-bas. C'est juste ton imagination, » dis-je. « Alors descends. Prouve-le, » dit-il. Je ne voulais pas. Chaque instinct hurlait de ne pas descendre. Mais je devais prouver à Mario, à moi-même, qu'il n'y avait rien de surnaturel, qu'il n'y avait qu'une tragédie, juste une femme instable et un enfant traumatisé. Je suis descendu les marches. À chaque marche, la lumière devenait plus brillante, et les papillons de nuit, des centaines, volant vers elle, brûlant et devenant cendres. J'ai atteint le bas des escaliers. J'étais dans la buanderie, où Kayla avait été trouvée. Et dans le coin le plus sombre, quelque chose bougeait. Quelque chose de grand fait de lumière qui ne devrait pas exister. C'était impossible. Des ailes, membraneuses, semi-transparentes, couvertes de motifs ressemblant à des yeux. Je ne pouvais pas voir de visage, juste une lumière aveuglante, belle et terrible. Et j'ai entendu, pas avec mes oreilles, dans ma tête, un son, comme un battement d'ailes, comme de l'eau qui coule, comme un chant dans une langue que je ne connaissais pas. J'ai couru, en haut des escaliers. J'ai claqué la porte et l'ai verrouillée. Mario me regardait, pas surpris, juste sachant. « Maintenant tu as vu, comme papa, comme Kayla, » dit-il. Non, non, j'ai eu une hallucination. Juste, stress, manque de sommeil, suggestion, balbutiai-je. Dis ça si tu veux, mais il sait que tu as vu, et il attendra. Toujours dans le sous-sol jusqu'à ce que tu descendes pour le lavage, dit-il. Je ne descendrai jamais, dis-je. Papa a dit ça aussi. Pendant 3 mois, mais ensuite, il est descendu. Kayla aussi, et 2 semaines plus tard, elle aussi est descendue, dit-il. Il a ouvert une nouvelle page de son livre. Une page que je n'avais pas vue. Le dessin montrait un homme horriblement ressemblant, descendant dans l'eau. Au-dessus, la créature ailée. La transformation commençait. En bas dans l'écriture de Mario, pour ceux qui savent, il vient. Toujours. Le lendemain, j'ai rapporté mes conclusions au ministre Duval. Mort accidentelle. Kayla Fontaine souffrait de dépression non diagnostiquée. Elle s'est volontairement noyée. Mario a été témoin, mais ne pouvait pas intervenir en raison de son mutisme. Suivi psychiatrique recommandé pour Mario et meilleure surveillance nocturne pour le foyer d'accueil. Rapportai-je. Duval a lu mon rapport. C'est tout? Pas d'irrégularité institutionnelle, demanda-t-elle. Aucune, confirmai-je. Bien, ce dossier sera fermé. La famille de Kayla recevra nos condoléances et une compensation appropriée. Bon travail, Marc, dit-elle.
Merci, madame, répondis-je. Et Marc, j'ai entendu dire que vous avez demandé un transfert, loin de la supervision des institutions pour enfants, dit-elle. Oui, je pense qu'il est temps de changer, dis-je. Je comprends. Approuvé. Vous commencerez au service administratif le mois prochain. Travail de bureau. Moins stressant, dit-elle. Ce qu'elle voulait vraiment dire, moins de chances de découvrir des choses que nous préférons enterrer. 3 mois ont passé. Je travaille maintenant dans un bureau à Rouen. Paperasse, budget, ennuyeux mais sûr. Mais je ne dors plus bien. Parce que chaque nuit, je me réveille à 3h17. Comme si une alarme silencieuse sonnait dans mon cerveau. Et parfois je vois une lueur pâle, bleu-vert dans le coin de ma chambre, pulsante, et des papillons de nuit. Chaque matin, morts sur le rebord de ma fenêtre. Bien que ce soit février, bien qu'il fasse trop froid pour les insectes, et de la poussière grise. Sur mes vêtements, dans mes cheveux, même après la douche. J'ai essayé de parler à un thérapeute. Docteur Arnaud, psychiatre réputé. Vous souffrez de SSPT, a-t-il diagnostiqué. L'expérience de trouver le corps, combinée au comportement troublant de l'enfant, a créé un traumatisme. Les hallucinations sont l'effort de votre cerveau pour donner un sens à quelque chose de traumatisant, dit-il. Et si ce ne sont pas des hallucinations? Demandai-je. Alors vous dites croire en un être surnaturel qui hante les gens qui lisent un livre du XVIIe siècle? Marc, vous êtes un homme rationnel. Vous savez que c'est impossible, dit-il. Je sais. Mais, commençai-je. Mais quoi? Demanda-t-il. Le père de Mario et Kayla, tous deux morts de la même façon, dans l'eau, entourés de papillons de nuit et de poussière, tous deux avec le livre, tous deux ayant vu quelque chose avant, dis-je. Coïncidence. Suggestion. Le père était instable, suicide. Kayla était instable, dépression. Et vous développez des symptômes similaires après avoir été exposé à leur histoire. C'est classique, dit-il. Peut-être a-t-il raison, peut-être que tout est dans ma tête. Mais hier, j'ai reçu un paquet. Pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, un dessin. De Mario. Le dessin me montrait, dans ma chambre, regardant la lumière dans le coin. Et en bas, dans une écriture enfantine, « Bientôt, toi aussi tu descendras. » Tous descendent. Pas de signature ni message supplémentaire. Juste le dessin. J'ai appelé le foyer d'accueil Saint-Michel. Je voulais parler avec Anne-Marie. « Inspecteur Blanchard, que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle. « Mario. »« Comment va-t-il » demandai-je. « Ah, vous n'avez pas entendu? Il a été transféré. Institution spécialisée pour enfants aux besoins complexes, quelque part dans le sud. Les détails sont confidentiels, dit-elle. Quand? Demandai-je. Il y a 2 semaines avec un ordre très soudain du ministère. Ils ont dit qu'il était trop perturbant pour les autres enfants, expliqua-t-elle. Comment perturbant? Demandai-je. Il continuait de dessiner. Mais maintenant, il dessinait d'autres personnes, des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées. Personnel administratif, inspecteur, policiers venus pour l'enquête. Tous dans l'eau, tous avec la créature ailée au-dessus d'eux. Comme s'il prévoyait quelque chose, dit-elle. Est-ce que l'un de ces dessins s'est réalisé? Demandai-je. Silence, long, troublant. Anne-Marie? Insistai-je. Inspecteur Martin. Le policier qui a fermé le dossier de Kayla, trouvé la semaine dernière, noyé dans sa propre baignoire, porte verrouillée de l'intérieur. Aucun signe de lutte, juste, mort. Et la salle de bain était pleine de papillons de nuit morts, dit-elle. Mon sang s'est glacé. Il y avait un dessin de lui? Demandai-je. Oui. Mario l'avait dessiné 3 jours avant, confirma-t-elle. J'ai raccroché. Je sais ce que je devrais faire, le seul choix rationnel. Admettre que je suis malade, que le stress m'a brisé,
que j'ai besoin d'aide psychiatrique et de médicaments. Oubliez Mario, oubliez Kayla, oubliez la lumière. Mais chaque nuit, la lumière dans le coin de ma chambre devient plus brillante. Chaque matin, il y a plus de papillons de nuit morts. Chaque jour, je sens l'attraction. L'appel vers l'eau, vers le sous-sol de mon immeuble, vers les endroits sombres et humides. Le livre. Je dois trouver le livre. Si j'avais le livre, je pourrais comprendre. Je saurais quoi faire, comment arrêter ça. Ou peut-être que le livre rendrait tout pire. Peut-être que c'est exactement ce qu'il veut que je fasse. Je ne sais pas. Ce que je sais, Mario avait raison. Une fois que vous voyez, vraiment voyez, il ne vous lâche jamais. Il attend patiemment, avec une patience qui rend fou, jusqu'à ce que vous vous rendiez, jusqu'à ce que vous descendiez, jusqu'à ce que vous acceptiez le lavage. Et peut-être que ce ne sera pas si terrible. Peut-être que Kayla avait raison. Peut-être qu'il y a quelque chose de beau dans la transformation. À devenir lumière. Peut-être. Ou peut-être que c'est exactement ce qu'il veut que je pense.